Bonjour et bienvenue dans ce numéro 19 de Carter et Piston. Alors pour ce numéro, je suis chez Harley-Davidson, plus précisément à Spie. Mais avant de vous en parler un peu plus longuement, je vous propose de découvrir le sommaire de l'émission. Milan avec son salon EICMA est devenu le rendez-vous de fin d'année du monde de la moto où les marques aiment proposer les nouveautés 2020. Visite du plus glamour des salons. Elle est une des nouveautés 2020, cette Harley-Davidson Lowrider S m'a étonné, sacrée bécane. Elle reste la moto de production de série avec le plus gros moteur. On part découvrir la Triumph Rocket 3 à Tenerife. On reste en terre espagnole avec la découverte du plus grand trial classique d'Europe, les 2 jours de la Costa Brava. Allez, encore un peu de trial avec l'essai d'un ovni, la e-motion électrique. Ce sera certainement une des machines de l'année. Je vous offre une balade au guidon de la Yamaha 700 Ténéré, accompagnée de sa grande sœur, la 1200 Super Ténéré. Milan et son traditionnel salon de fin d'année EICMA avait un parfum d'Asie avec une offre très étendue dans son hall dédié à la Chine. C'est pourtant les constructeurs traditionnels qui tiennent toujours le marché du 2 roues en Europe. Yamaha, avec la référence du segment et son T-Max, passe maintenant cette machine en 560 cm3. Le Tricity, quant à lui, passe en 300 cm3. Un véhicule dédié au déplacement urbain et qui sera très bientôt à l'essai dans ce magazine. La Tracer 700, gros succès de chez Yamaha, se voit offrir un lifting complet très réussi. Évidemment, la Ténéré 700, la belle surprise 2019, était sur le stand de chez Yamaha à Milan. Enfin, la FJR 1300 tire sa révérence et se voit dotée d'une finition Ultimate Edition des plus réussies. Éric de Seyne, le patron de Yamaha Europe, s'est exprimé lors d'un long interview que vous découvrirez très vite sur ma page Facebook. Harley crée la surprise avec son nouveau Trail Panamérica et son Roadster Bronx. On en parlera évidemment plus longuement durant cette émission. Jeroen, il y a quelques jours, on était chez Globetrotter, près de Spie à Namur. Nous voilà à quelques milliers de kilomètres plus loin, ici à Milan. Oui. On s'était promis de se retrouver et on a parlé de la R18 pendant cette émission. La voilà. Je t'en ai parlé et la voilà. En effet, un modèle, comme j'avais déjà expliqué, très important pour BMW. Très impressionnant. Pourquoi ? Parce que, tu sais, au niveau mondial, il n'y a qu'un marché de 1 million de motos par an au-dessus de 500 cc. D'accord. Et de ce marché de 1 million, 30%, un peu plus même, ce sont des cruisers. Donc, pas nécessairement chez nous, mais c'est un marché gigantesque au niveau mondial. Pense pas seulement aux Amériques, mais aussi à la Chine, par exemple. D'accord, qui est un marché qui monte. Le segment des cruisers est un marché qui monte vraiment. Et là, c'est là que BMW veut jouer son rôle en créant ce marché de cruiser. Vous avez une vision mondiale, globale, tout à fait. Pour revenir quand même en quelque sorte à des codes originaux de chez BMW. Tout à fait. Je parle de la forme du réservoir, du double filet blanc. Mais surtout du moteur boxer, Thierry. Une 1800 cc. Il est très impressionnant. C'est pas rien et tu n'as toujours pas entendu le bruit que ça fait. Ça, on se réjouit. Je peux te dire, ça retourne vraiment au plaisir de conduire. Parce que quand on Faire regarde la moto, à l'aise, position, exactement, à l'aise, vraiment. Et puis ces codes avec ces poignées ici, qui sont en fait des codes, des poignées des anciennes. Souvenirs, des anciennes BMW qui sont très proches de l'identité de la marque. Alors, bon, je suppose qu'il y aura quand même des petites différences avec le modèle de production. Tu me parlais du bruit. Je peux imaginer que cette ligne d'échappement doit faire un bruit magnifique, mais aussi à l'admission, puisqu'on a des petits cônes, cônes d'admission ici qui doivent être assez sympas.
quelques petits détails qui vont changer, mais pas trop. Est-ce qu'on a une idée de la mise en disponibilité pour le marché? Été 2020. Été donc 2020. La présentation à la presse internationale aura lieu en l'été. Et à partir de ce moment, elle sera dispo. Donc début de production prévu été 2020. Donc on va se revoir très bientôt pour essayer cette moto. Absolument, Thierry. Merci Jeroen. À très bientôt. BMW présente également sa nouvelle XR S1000 et cette toute nouvelle F 900 cm3. Kawasaki se la joue turbocompresseur avec sa Z1000, mais aussi ses nouvelles Z900 et 650. La W800 tient toujours sa place du côté vintage. MV Agusta nous sort un très méchant roadster, la Brutal 1000 RR, avec plus de 200 chevaux. Brooks Superior s'est allié avec le célèbre constructeur automobile Aston Martin afin de présenter ce concept audacieux du pur design. Les Italiens de chez Couder renforcent leur étonnante gamme d'engins assez inclassables. Chez Ducati, on remarque ce très intéressant concept sur base d'un scrambler. On espère vraiment le voir sur la route, il a une sacrée gueule. La Sculptural Street Fighter V4 a remporté tous les suffrages en se voyant décerner le titre de plus belle moto du salon. Un peu chauvin quand même ces Italiens. De très intéressants concepts sur base de Royal Enfield étaient également présentés. Triomphe entre ces Scrambler, Bobber et Truckstone RS reste au top des constructeurs mondiaux. Honda se repositionne dans l'hypersport avec son nouveau Scalpel et présente aussi ce très réussi concept CB4. Suzuki a repeint sa V-Storm en s'inspirant des anciennes Big DR. Pas de grosses nouveautés sous le soleil. Stand inapprochable chez KTM et Husqvarna, ces deux responsables nous expliquent les nouveautés au calme. EICMA, ouais. Inapprochable votre stand. Il y avait du monde. On a essayé toute la journée avec mon collègue Gérald Louéry, on n'y est pas arrivé. Il y a effectivement 3 grosses nouveautés qui arrivent cette année. Donc, on a l'arrivée de la nouvelle 890 Duke Air. Qui est une moto, on va dire, dérivée de la 790, mais c'est une machine beaucoup plus aboutie. Donc on a repris le bloc de la 790. On a vraiment retravaillé pour en faire un 890 cm3 avec un peu plus de coffre, un peu plus d'allonge encore. Donc c'est une moto très joueuse. Ouais. Vraiment, c'est le super scalpel. Donc c'est vraiment la moto pour s'amuser, aussi bien sur circuit que dans la vie de tous les jours, etc. 890 Duke Air. Okay. On a rajouté le Air vraiment parce que c'est une version beaucoup plus aboutie avec un côté un peu plus racing. Chez KTM, on aime bien faire ressortir l'esprit ready to race de nos motos. Donc voilà. La 1290 Super Duke Air qui est complètement renouvelée. Avec un nouveau châssis, un moteur encore un peu plus puissant, un peu plus pointu. Moto pour les grands, ça. Hein, c'est une moto pour les grands. Il faut, entre guillemets, quand je dis grand, pas spécialement par la taille, mais je veux dire, voilà. Il faut de l'expérience. On arrive à combien de chevaux ? C'est pas un jouet. On est à 180. Un peu plus de 180 chevaux. Un peu plus de 180 chevaux. Ouais. Ça commence. Complètement dans un autre range, on a la nouvelle 390 Adventure. Ouais. Donc là, on est vraiment sur une petite cylindrée. Voilà, une moto qui sera, à mon avis, fort prisée, on va dire, par les débutants.
Absolument. Puisqu'elle est éligible au permis A2, donc par les débutants ou les petits gabarits. Ouais. C'est une option à prendre en compte. Je crois que c'est vraiment une moto, c'est la moto pour tout faire, pour un débutant en fait. Ouais, exactement. Comme tu disais, que ce soit pour rouler en ville, aller s'amuser un peu dans les chemins, prendre goût au TT avec un trail, tout à fait. Se promener avec un passager à l'arrière, c'est une moto pour tout faire. La 890, donc la présentation aura lieu normalement fin mars. D'accord. La 1290, c'est déjà planifié pour février. D'accord. Et ensuite, ça c'est les présentations, disponibilité les présentations dans le mois qui suivent, les 2 mois qui suivent, ça dépend un peu. Mais donc assez rapidement en fait. Et la 390 aussi? La 390 un peu plus tard dans l'année, donc ce sera normalement 2 mois plus tard. Ok, donc vous serez prêt pour le printemps, c'est-à-dire pour la nouvelle saison. Exactement. Celle de la présenter un peu. La Norden 901 concept, oui. Ouais. Concept encore, mais il y a déjà des Spypix qui sont sortis et on est confiant pour qu'elle soit vraiment sur le marché pour 2021. La Norden 901 concept, effectivement, qui est attendue pour 2021. D'accord. Alors, on est sur une nouvelle base, nouveau moteur, c'est un nouveau concept total en fait. C'est, comme tout le monde le sait, base KTM aussi, mais bien effectivement, ça va être un 889 cc, donc d'où le 901. Oui. Et trail, adventure. En tout cas, moi je l'ai trouvé, il a une sacrée gueule. Au niveau design, une fois de plus, Husqvarna sort des sentiers battus. Comme on a eu la chance d'essayer quelques motos cette année, on est vraiment dans un monde à part, dans un univers de design à part. Et moi, cette moto me plaît. Déjà, rien qu'à la voir en statique, je la trouve vraiment très jolie, esthétiquement réussie. Et on n'attend qu'une chose, évidemment, tu peux bien imaginer, c'est de poser ses fesses dessus. Clairement. Pour l'essayer. J'imagine que toi aussi. Ah oui. Quoi d'autre dans l'actualité chez Husqvarna? Restyling, on va dire, des pylônes, donc de la gamme Street. D'accord. Aussi bien les Vite pylônes que les Zwart pylônes 401 et 701. Pour les 401, elles sont un petit peu allongées. Le cadre arrière est allongé, histoire d'avoir un peu plus de confort pour les passagers. D'accord. Pour toutes les motos, il y a un nouveau style de couleur, donc le design est un petit peu changé dans la couleur, notamment chez la Vite pylône 701, elle est bleue et blanche maintenant, ça c'est ma préférée. Et les 701 viennent avec des roues à rayons de série maintenant. Ok, écoute, on se retrouve de toute façon au salon, où là on aura de visu évidemment les nouveautés dont tu viens de parler et les changements et plus. Donc écoute, nous aurons quelques surprises à découvrir ensemble. On se retrouve au salon, d'ici là, passe d'excellentes fêtes. Également. Enfin, nous terminerons la visite de ce salon par le côté glamour, qu'on ne retrouve qu'en Italie. Fabrizio, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Merci de m'accueillir dans ta concession. Avec plaisir. On est ici évidemment chez Harley-Davidson. On va parler Harley-Davidson pendant toute l'émission, mais pas que. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu comment s'est passée ton année. 2019 était bien? Alors 2019 c'est bien passé. On a pu compter sur la gamme Softail qui reprend l'essentiel de la gamme Harley-Davidson et toujours appuyé bien sûr par les Sportster, autres modèles de la gamme. D'accord. FXDR, ça a marché? Et FXDR, après un démarrage lent, en ce qui nous concerne, on a pu faire les volumes attendus. On a même transformé une moto parce que chez Harley-Davidson, on voit la moto FXDR, mais dès qu'on lui apporte quelques modifications, ça devient aussi tout à fait autre chose. Et on a fait quelques belles réalisations. D'accord, donc ce sont un peu tes modèles phares, Sportster, FXDR. Surtout la gamme Softail, oui. Et aussi les Touring, la Street Glide particulièrement. D'accord. Il y a une évolution dans les modèles. On est de plus en plus sur des modèles haut de gamme. Oui, tout à fait. Avec une évolution des prix aussi qui s'envole un peu vers le haut. Mais je crois que ça a toujours été chez Harley-Davidson. Oui, mais pas tant que ça, parce qu'on peut déjà avoir un Softail, un Street Bop, une très bonne base avec un moteur 107 pour 14 900 €. Hein, on voit un Sportster à 12 000 €. Donc la frontière n'est pas très loin. D'ailleurs, c'est une évolution logique des personnes qui achètent le Sportster ensuite. Ah oui, voilà. C'est presque une étape en fait. C'est une étape. C'est une entrée dans la famille. On peut appeler ça comme ça. Voilà, le petit étrier. Oui, c'est ça, tout à fait. Écoute Fabrizio, je te propose de faire un petit tour de l'actualité du mois de novembre qu'on va découvrir ensemble. Actu.
Jorge Lorenzo a tiré sa révérence et a choisi le chemin de la retraite à l'issue du dernier MotoGP de la saison. 5 titres mondiaux et une exceptionnelle carrière pour le pilote mallorquin. Il laisse évidemment un fauteuil vide chez Repsol Honda HRC et c'est le double champion du monde Alex Marquez, le frère de l'autre, qui rafle la mise avec un contrat d'1 an. C'est donc la Marquez Connection qui sera en tête d'affiche pour la saison. Depuis le Grand Prix d'Italie en 1993 et son malheureux hindsight, Wayne Rainey n'était plus remonté sur une moto. C'est maintenant chose faite sur une Yamaha R1 modifiée chez lui en Californie, le triple champion du monde de nouveau sur ses roues. Chapeau, monsieur Rainey. MV Agusta sort sa Super 800 Super Veloce avec une vidéo assez suggestive. Je vous laisse juger. Super Veloce. MV Agusta Motorcycle Art. Sacrée machine, sacrés Italiens. Fabrizio, au dernier salon de Milan à l'EICMA, Harley a fait le buzz. Il nous a présenté quelque chose qui n'existait pas dans la gamme. 2 nouvelles motos pour 2 nouveaux segments. La Pan-American, qui est en fait un trail, avec une nouvelle motorisation, 1250 cm3, 145 chevaux, et un roadster, la Bronx, qui elle était avec un 975 cm3 et 115 chevaux. C'est une fameuse surprise. Tout à fait. Donc Harley-Davidson veut être présent dans un segment où il n'est pas. Donc c'est tout nouveau. Donc si on reprend la forme graphique d'un camembert, on a 3/4 du camembert au niveau du segment du marché qu'Harley-Davidson veut conquérir. La Panamerica est une étape, un super trail. Il va être léger, puissant, je pense déjà bien abouti. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura de la compétition aussi, parce qu'on parle de la célèbre course Pikes Peak, on ne sait jamais. Il n'y a aucun programme pour l'instant, mais j'imagine bien. Et ensuite, on enchaîne avec la Bronx, qui sera un super roadster dans l'air du temps. Et là aussi, on prévoit peut-être une petite surprise événementielle, mais je vous en dirai plus la prochaine fois. Alors, bon, le roadster, je peux encore comprendre, parce que, c'est pas la première fois qu'Harley-Davidson fait des motos à une tendance un peu plus sportive. Par contre, c'est assez osé de sortir un trail parce que la concurrence est rude. Il y en a quand même qui sont très spécialisés là-dedans depuis longtemps. On va évidemment parler de l'AGS de chez BMW, qui rafle un peu la mise partout dans le monde entier. Mais bon, les autres ne sont pas en reste. Toutes les marques ont tenté le coup du trail. Et donc c'est évidemment étonnant de voir arriver Harley. On a vu la moto au salon, effectivement, elle a l'air aboutie. Elle est très particulière au niveau du look. Comme souvent chez Harley, ça passe ou ça casse, on aime ou on n'aime pas. On se réjouit évidemment d'essayer cette moto, mais ça annonce quand même un moteur assez performant, parce que 145 chevaux pour un 1250, on est tout à fait dans la norme des autres. Tout à fait. Donc oui, donc une surprise, c'est clair, mais encore une fois, si vous vous souvenez, vous faites allusion à la GS, une des premières GS avec le bec de canard ne plaisait pas non plus à tout le monde. Elle s'est seulement évoluée au fil des années et le public l'a finalement accepté grâce à ses qualités. Et je pense qu'Harley-Davidson va dans cette voie aussi. Ils veulent un style à part pour ne pas encore refaire une énième trail identique au canon actuel. Et on y croit très fort. Puisque nous parlons de nouveautés, j'ai essayé dernièrement la Low Rider S, qui est un modèle 2020, on va l'appeler comme ça. Sincèrement, Fabrizio, j'ai été très étonné par cette moto. Il y a longtemps qu'une Harley ne m'avait pas plu autant. Donc moi je vous invite à découvrir la Harley-Davidson Low Rider S et de profiter d'une petite rencontre pendant cet essai assez particulière. On y va.
un des derniers beaux jours de l'année? Espérons que non. En tout cas, je vais en profiter au guidon de cette Harley-Davidson Lowrider S, qui est en fait le nouveau modèle 2020 avec le Milwaukee 8 de 114 inches, c'est-à-dire 1868 cm3 et 93 chevaux. Donc c'est un modèle assez sportif de chez Harley-Davidson. On a un peu modifié la manière d'aborder cette moto, c'est-à-dire qu'on a un peu remonté les pouces-pieds pour pouvoir prendre un peu plus d'angle. On a une position de selle relativement basse à 690 mm. Donc je vais vous dire tout de suite, tout à l'heure, si ça convient à des gabarits comme le mien. Je vais donc aller faire un petit tour ici. Je suis en région liégeoise, chez Harley-Davidson Liège, et je crois que je vais passer une toute bonne journée. Ça, c'est quand même le pied d'être en pleine semaine, dans une belle journée d'automne, avec les feuilles qui volent partout, avec des couleurs magnifiques, seul sur les routes, et au guidon de cette Harley-Davidson Lowrider S. C'est déjà... Qu'est-ce que vous pensez de la machine? Je ne fais pas de la moto, mais c'est merveilleux. Il y a beaucoup de motos par ici. Le week-end, c'est terrible. Hein. Et toute la vallée du Neblon. Ouais. Pas une, hein, ça peut être 10 qui suivent comme ça. Hein. Ouais. Il y a des belles motos. Il y a peut-être un peu plus loin. Bon, vous la trouvez belle quand même? Ah ben oui, elle est magnifique ça. Hein. Et ça vaut le prix d'une petite voiture, ça. Hein. Ça vaut 20 000 €. 20 000 €? Ouais. C'est bien une grosse voiture. C'est déjà un modèle 2020. Alors, pour changer, pour une fois, on va commencer par ce qui pourrait, je dis bien ce qui pourrait, un peu fâcher. Alors bon, on est évidemment au guidon de 300 bons kilos d'acier américain. On est sur quelque chose qui n'offre pas une protection extraordinaire, malgré cette magnifique tête de fourche. On est sur une position et une hauteur de selle très très basse, on est à 690 mm, c'est vraiment très très bas, ça conviendra évidemment aux plus petits gabarits ou aux dames qui veulent évidemment se lancer dans la marque. D'un autre côté, eh bien finalement ce ne sont pas vraiment des défauts, mais la qualité majeure de cette moto c'est d'abord son moteur, le Milwaukee 8 de 114 inch, c'est-à-dire 1868 cm3, 93 chevaux qui sont bien là. Et en fait, qu'est-ce qui m'a frappé dès les premiers tours de roue? Eh bien, c'est la position de conduite et en fait le confort de selle. Alors effectivement, on est assis bas, mais cette selle remonte et vient un peu vous épouser le bas des reins. C'est très confortable et moelleux. Les pose-pieds ont été placés un peu plus haut afin de favoriser un peu la garde au sol. Et effectivement, il faut déjà aller assez loin pour toucher les pose-pieds. Mais cette position n'engendre pas une fatigue particulière. Le fait que cette bulle n'offre pas une grosse protection fait qu'en fait, vous adaptez votre vitesse et votre style de conduite. Et cette moto est vraiment faite pour la balade. La souplesse du moteur fait qu'en 3e ou 4e, vous êtes sur les petites routes et vous enroulez, vous ne changez pas de rapport, vous descendez très très bas. En 3e, on descend environ à 1000 tours, la moto reprend sans à-coups. J'ai été très étonné de la douceur de la boîte, qui n'est pas en général un modèle du genre chez Harley-Davidson, mais il faut bien avouer ici que la boîte est douce, souple et très bien étagée. Alors le reste de la moto suit, c'est une moto bien équilibrée, c'est une Harley, il n'y a pas à sortir de là. Et j'ai vraiment pris du plaisir en fait avec cette moto parce qu'elle est accessible. Si on ouvre, il y a 93 vrais chevaux qui vous poussent vers l'avant. Et le reste, bien en fait, c'est une moto, on ne déborde pas d'électronique. C'est une machine qui offre d'abord du plaisir. Alors là, elle a une gueule un petit peu Sons of Anarchy, moi j'aime beaucoup en tout cas. Et ce modèle 2020 est proposé déjà, il est en concession pour le moment. C'est une des premières motos de l'année 2020 qui est déjà disponible pour un prix tout rond en Belgique de 20 000 €.
Alors, cette moto, je l'ai empruntée chez Harley-Davidson Liège, qui a eu la gentillesse de me la prêter pour faire cet essai. Donc c'est une moto qui est disponible à l'essai, donc n'hésitez pas à aller chez Harley-Davidson Liège et à aller demander pour faire un essai de cette Lowrider S. Moi je vais un peu profiter ici de ce coucher de soleil qui ne va pas tarder parce que les jours se raccourcissent, mais ça va être à mon avis grandiose. Je vais encore aller me balader un petit peu et profiter de cette moto et de cet automne. Voilà, vraiment une super bécane cette Lowrider, j'ai pris un plaisir dingue, vraiment. Fabrizio, les clubs chez Harley-Davidson, ça c'est quelque chose, ils sont toujours là, je crois que chaque concession a le sien. Pour ceux qui ne sont pas Harley-Davidson, c'est un peu compliqué, je trouve. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment fonctionnent les clubs, les noms, les différences, c'est quoi ? Tout à fait. Donc déjà, à l'achat d'une nouvelle Harley-Davidson, vous êtes automatiquement inscrit dans le, si vous le désirez bien sûr, HOG, Harley Owners Group. Donc vous recevez une carte de membre valable 1 an et vous pouvez, à la concession locale, il y a un chapter donc, qui est organisé, donc c'est un club de concession. Donc tout à fait organisé pour des événements, balades et autres. Et on peut découvrir... Et qui ont en fait une partie de la concession qui leur est dédiée, je crois. Tout à fait. Donc on a un local dans le concept des concessions où ils se réunissent, en général le vendredi soir, et lors de manifestations spécifiques comme un charity ou autre balade. Donc charity, c'est-à-dire que la balade est dédiée à une œuvre particulière. Voilà, pour ne pas le citer, Viva for Life ou une ASBL locale. Généralement pour les enfants nécessiteux. Donc ça, ce sont les clubs, les HOG, voilà, qui sont liés à une concession. Tout à fait. Donc chaque concession a le sien. Ça représente combien de membres en moyenne ? En moyenne, ça peut être entre 70 et 150. Ah oui, donc ça fait quand même du monde. Ça fait quand même du monde. Bon, ça c'est une partie. Ça c'est. Tout à fait. Bon, il y en a d'autres. Tout à fait. Après, vous avez les clubs libres. Donc, vous et moi pouvons créer un club et une amicale et voilà, et faire les balades selon un thème ou autre, quoi. D'accord. Alors, on parle des couleurs de temps en temps. C'est quoi ? Alors, les couleurs, c'est simplement un patch que vous pouvez arborer quand vous avez passé une série de, je veux dire, une série d'attentes. Donc vous vous mettez dans l'ambiance du club, vous voyez si ça vous convient tout d'abord, et après une série d'événements, une participation à différents événements, vous recevez vos couleurs si vous le désirez, parce que vous êtes bien dans le club tout simplement. Et parce qu'il y a eu une polémique il y a quelque temps, parce qu'il y avait une grande balade qui était organisée du côté de Liège, et je crois que les autorités communales avaient interdit le port des couleurs, parce qu'apparemment certaines rivalités, c'était un peu chaud, quoi. Oui, bon, ça c'est toujours un peu dommage pour le monde de la moto d'associer toute une série de choses. Tous les clubs moto que je connais, que ce soit bien HOG, MC et autres, sont des gens d'abord passionnés de moto et l'étiquette qu'on leur porte est parfois exagérée. Okay. Bon, ceci dit, évidemment, entre 50, 75 ou 150 personnes attachées à ta concession, c'est évidemment un beau réservoir de clients, aussi bien pour l'achat de machines, d'entretien que d'accessoires. Tout à fait, ça crée une communauté. Si je viens vous chercher, si vous êtes seul, vous achetez une moto, quelle que soit la marque, si à un moment donné, vous avez l'achat, vous roulez et vous vous retrouvez seul, donc on ne vous tire pas, vous pourriez ne plus être dans la marque ou alors revendre votre moto, tandis que là, il y a un programme, mais on tire les gens vers des balades et automatiquement ça crée une émulsion, ça crée tout un mouvement sympathique. Ouais. Et en fait, Harley-Davidson a toujours eu, je crois, sans révéler de secret, une bonne part de son chiffre d'affaires réalisé sur les accessoires. Tout à fait. Est-ce que c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. Une Harley-Davidson, vous pouvez pratiquement la faire sur mesure. Donc elle va vous correspondre, vous pouvez prendre une bonne base, on conseille une bonne base en fonction de votre projet. Et après, c'est nos limites. Et vous pouvez vraiment créer votre tailor-made, votre Harley-Davidson sur mesure. Et en fait, on se rend compte souvent, sauf peut-être pour les puristes qui connaissent les modèles et les moteurs par cœur, mais c'est difficile de donner un âge à une Harley.
On voit parfois des très vieilles motos, on a l'impression qu'elles sont neuves parce que d'abord elles sont dans un état extraordinaire et puis voilà, c'est compliqué parce qu'elles sont tellement customisées qu'on sait difficilement les dater. Tout à fait. Mais d'abord, un propriétaire d'Harley-Davidson bichonne sa moto, donc elle est tout le temps en parfait état. Et effectivement, comme ça fait partie d'une gamme classique, c'est une gamme intemporelle. C'est un peu comme Porsche. Prenez une Porsche de 30 ans ou une actuelle, mais vous êtes sûr de toujours avoir quelque chose dans le coup. Ouais. Et en fait, j'imagine que le catalogue de pièces détachées et de pièces de customisation chez Harley, ça doit être quelque chose. Alors, il est très important au sein même d'Harley-Davidson, mais ensuite, ce qui est bien, c'est que toutes les autres marques de pièces jouent le jeu parce qu'ils savent qu'il y a un potentiel. Sans citer de marque, ça se limite à un ou deux catalogues et un ou deux fournisseurs, tandis qu'ici, c'est beaucoup plus vaste pour Harley-Davidson. Et c'est ce qui fait la richesse de la customisation, parce que vous avez des pièces toutes faites que vous pouvez adapter. Oui, tout à fait. Et ça a fait école, évidemment, parce que c'est pas nouveau chez Harley-Davidson. Le catalogue des pièces détachées, depuis les années 50-60, il est énorme. Et petit à petit, je crois que les autres marques se sont dit, finalement, je crois qu'ils ont raison. Et donc tout le monde a un peu sorti ses gammes vintage, que ce soit chez Triumph, chez BMW, chez Ducati, avec des catalogues de pièces de customisation qui commencent à être très importants aussi. Donc on peut dire qu'Harley-Davidson a fait école. Tout à fait, mais petite précision, je pense qu'avant de rejoindre les catalogues et les fournisseurs qui vont s'investir en masse dans les pièces Harley-Davidson, il va falloir quand même un peu de temps. Oui, il va falloir un peu de temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolution, on le voit, mais on dirait qu'à un moment donné, il y a une limite, quoi. Ce qui n'a pas chez Harley-Davidson. Ouais. Alors bon, depuis qu'elles existent, pratiquement, les Harley-Davidson ont toujours été des machines imposantes, des grosses motos qui imposent le respect avec des gros moteurs. Là, ce V-Twin est quand même incroyable. Je te propose de découvrir une autre moto assez incroyable aussi et qui est actuellement la moto de série avec le plus gros moteur, 2500 cm3. C'est la nouvelle Triumph Rocket 3. Je suis allé essayer cette moto à Tenerife. Je vous emmène sur l'île pour découvrir la nouvelle Triumph Rocket 3. On est ici à pratiquement 2000 mètres d'altitude, donc vous voyez derrière moi les nuages. On n'est pas très loin du volcan du Teide à Tenerife. Et c'est ici qu'on découvre ces deux motos, ou cette moto, comment dire en fait. Je crois qu'on va plutôt dire ces deux motos, parce que si elles sont pratiquement similaires à 99,5%, elles ne le sont pas du tout sur la route. Alors d'un côté, j'ai cette GT qui est vraiment un cruiser, et de l'autre côté, j'ai cette R qui est vraiment un roadster. Pourquoi? En fait, simplement par une différence de positionnement de pose-pied et par une différence de hauteur du guidon. Alors, à leur bord, l'ambiance est totalement différente, malgré qu'on soit motorisé par exactement le même bloc moteur. Alors, ce bloc moteur est fantastique, 2500 cm3, 6 vitesses, 160 chevaux, ça cause évidemment, mais c'est surtout son couple, sa souplesse, qui fait que cette moto est un véritable plaisir à conduire. Un véritable plaisir à conduire parce qu'en fait, et je l'ai essayé, en 6e vitesse, vous descendez à pratiquement 1500 tours, vous ouvrez la poignée, il n'y a pas un à-coup et la moto repart. On n'a pas testé de vitesse maximum, on s'en fout des vitesses maximum. Ce qu'il faut, c'est de l'agrément de conduite. Alors, vous conviendrez comme moi qu'elles ont une ligne assez fantastique. Alors bon, cette GT ici, elle est équipée d'un petit sissi-bar qui ravira évidemment les passagères. Elle offre une position de conduite avec les pose-pieds vers l'avant, une position de conduite évidemment plus confortable et beaucoup moins agressive que sur la R. Mais les deux machines ont un caractère relativement similaire, même si sur la R ici, on a constamment envie d'ouvrir la poignée un peu plus fort que sur la GT. Alors,
Moto très agile, moto équipée d'un système de freinage assez performant et assez remarquable parce qu'en fait ça freine très très fort avec un minimum d'effort sur la poignée. Avec 2 doigts sur la poignée, j'ai un ralentissement mais surtout un très très bon feeling qui permet finalement de rouler assez vite. Alors le gros pneu de 240 à l'arrière offre une agilité assez étonnante à la moto, on pourrait la croire pâteau en fait, et on est ici sur des petites routes qui sont remarquables en termes de revêtement, mais qui sont assez piégeuses avec des virages qui se referment, et la moto accepte d'avoir un peu de freinage sur l'angle, et donc j'ai peu de choses à dire. Je pourrais rajouter en fait qu'on est dans une finition exceptionnelle, et je crois en fait qu'on peut dire maintenant que Triumph est peut-être la marque qui offre la plus belle finition sur ces motos de série. Je vais vous montrer un petit exemple qui est assez significatif, qui est en fait les pose-pieds passagers. Donc, pour les pose-pieds passagers, ils sont totalement invisibles. 1 et 2. Avouez quand même qu'il y a de la recherche, c'est des choses qui ne sont pas courantes. En fait, on est dans de l'efficacité, mais on est aussi dans du design, dans quelque chose qui est parfaitement dissimulé dans la ligne de la moto. Et au moment où vous voulez vous en servir, eh bien, en fait, ils sont là. Donc on a une finition léchée des deux côtés, il n'y a pas grand chose à dire. Vous pouvez regarder ces motos sous toutes leurs coutures, les passages de câbles, tout est parfaitement pensé. Vous enlevez la selle, il y a 4 petits ergots sous la selle quand vous la posez par terre pour ne pas l'abîmer. Sous la selle, il y a un endroit pour recharger votre téléphone avec une prise USB. Voilà, sincèrement, ce sont des motos qui n'offrent pas grand chose à la critique à partir du moment, évidemment, où on accepte ce pourquoi elles sont conçues. Alors, que choisir? J'ai encore un doute. On a encore pratiquement une demi-journée de route. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et peut-être, je dis bien peut-être, que j'aurai choisi. À tout à l'heure. Ben, j'ai beaucoup aimé. En fait, les premiers kilomètres, moi j'ai commencé sur le mode Rain, donc ça veut dire le mode le moins puissant, à peine 100 chevaux, mais déjà 80% du couple. Et en fait, cette moto pourrait être tout simplement livrée, sortie d'usine juste avec ce mode-là. Il y a déjà un couple phénoménal et c'est assez impressionnant. En fait, c'est nettement mieux que la précédente. Elle est beaucoup plus léger, donc en virage, elle tourne, hein, c'est déjà ça. Et le moteur reste aussi impressionnant, le couple, c'est incroyable. Bon, on refait un petit point fin de journée. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu plus de la GT parce que c'est celle-là que j'avais essayé le matin. C'est sur celle-là que j'avais roulé le plus. J'avais déjà un peu parlé du potentiel de la R. Eh bien, le retour s'est fait, en ce qui me concerne en tout cas, au guidon de la R et à un rythme vraiment pas tranquille du tout. En fait, on ne soupçonne pas les qualités dynamiques d'une telle moto. Quand on la voit, on a l'impression qu'on a affaire à 300 bons kilos de métal qui vont être assez difficiles à manier. Eh bien, croyez-moi que cette R est d'une efficacité redoutable, aussi bien en termes de châssis, en termes de freinage qu'en termes de moteur. Il est un fait qu'à un moment donné, l'inertie de la moto va vous éloigner un petit peu de la trajectoire parce qu'il y a 300 kg qui vous tirent un peu vers l'extérieur. Mais sincèrement, on vient de faire la descente du Teide. Le Teide, c'est le volcan qui culmine au sommet de Tenerife, de l'île. Et en fait, on vient de faire une descente un peu infernale et on s'est rendu compte que cette moto prend beaucoup d'angles, que finalement, eh bien, en fait, la garde au sol est largement suffisante. On a, en ce qui me concerne, très peu frotté les pose-pieds, plutôt les bouts de pied. Et cette moto est vraiment d'une efficacité redoutable. Alors bon, la GT pour qui, la R pour qui? Vous aurez compris tout de suite évidemment que la R, elle, s'adresse à une clientèle plus sportive. Sans m'avancer trop et sans avoir fait l'essai, mais je crois qu'en fait une passagère à l'arrière ne sera pas des mieux lotis. La différence ici est évidemment tout de suite flagrante. En fait, voilà, on va avoir quelque chose de sportif d'un côté et quelque chose évidemment d'un peu plus touristique de l'autre. On peut leur donner deux termes qui vont leur aller à merveille. C'est évidemment un cruiser et c'est évidemment un roadster. Donc voilà, des motos d'une qualité dynamique exceptionnelle, des motos qui en fait vont convenir à la majorité des gens qui aiment se faire plaisir au volant d'une machine qui sort de l'ordinaire.
qui a un look assez particulier, qui est une machine plus, puisque finalement c'est une des machines qui cube de 1500 cm3 le plus sur le marché. 160 chevaux, on est quand même sur le haut du panier, et vous avouerez comme moi qu'elles ont une sacrée gueule. Je m'étais fixé une sorte d'idéal en fait en début d'année avec la Ducati X-Diavel S, la 1260, également avec environ 160 chevaux, moto qui était également très maniable. Là on était dans le cruiser, ici on a le choix évidemment, on pourra évidemment s'orienter vers quelque chose de plus sportif. Donc voilà, moi je suis emballé par ces deux motos, aussi bien par leur qualité routière que le niveau de finition auquel Triumph est arrivé et qui est un cran au-dessus de toute la concurrence. Bon Fabrizio, en juillet dernier j'ai eu la chance d'être invité par Harley-Davidson pour aller essayer la Livewire qui est en fait la première Harley électrique et la première incursion de Nurenmark dans le monde de l'électrique. J'étais revenu super enthousiaste, super moto, très étonnante. Et bon, qu'en est-il aujourd'hui? Je peux le comprendre, parce que déjà quelques années avant, nous avions été invités en Hollande pour essayer le prototype, qui était déjà très enthousiasmant. Ouais. Donc j'étais resté déjà avec une très bonne impression. Ici, le modèle est totalement abouti. Personnellement, nous ne faisons pas partie de... Il n'y a que quelques concessionnaires pour le moment. Pour la vente de la Livewire. Mais d'après ce que j'entends, tout semble aller dans la bonne direction. D'accord. Les carnets de commandes se remplissent et c'est une moto qui remporte quand même un certain succès? Oui, donc d'après mes collègues, il y a beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Il y a des présentations qui sont en cours et qui ont l'objectif de sélectionner des gens qui seraient susceptibles d'acheter une moto électrique. Ouais. Et en fait, je crois qu'ici, c'est la concession, enfin pour la Belgique, c'est la concession de Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale, tout à fait. Et c'est relativement logique. Parce qu'en fait, c'est une moto qu'il faut garder dans un esprit d'utilisation urbaine. Nous, quand on l'a essayé, on n'a pas été au bout des batteries. Mais bon, d'après ce qui est annoncé, on est entre 170 et 200 km. Donc il est vrai que pour peut-être prendre cette moto pour faire une balade d'une journée et partir jusqu'au Luxembourg et revenir, c'est peut-être encore un peu compliqué pour le moment. Par contre, en utilisation urbaine, c'est assez exceptionnel. Tout à fait. Donc ça, vous le soulignez, mais le plaisir de la moto, c'est avant tout prendre le temps. Donc si je devais partir avec la moto électrique, même si je n'ai qu'une recharge de 170-200 km, je pars avec un esprit balade, loisir, je m'arrête prendre un petit café et puis je recharge et je repars. C'est une autre optique, c'est une autre vision du déplacement moto. Mais vous verrez quand les auditeurs ou téléspectateurs auront l'occasion d'essayer cette moto, ils seront très vite sur le charme, croyez-moi. Bon, écoute, je te propose de rester dans l'électrique. Mais on va changer de genre complètement. J'ai essayé dernièrement une moto de trial électrique, la e-motion. Très étonnant, mais peut-être que le trial sera la première ou une des premières disciplines à passer à l'électrique, parce qu'en fait ça correspond, on roule environ 2 heures avec une charge qui correspond plus ou moins au temps de nos sorties. Ça va peut-être permettre de réconcilier les genres entre les promeneurs dans les bois et des motos qui ne font pas de bruit du tout et qui ont 0 émission. Je te propose de découvrir une moto étonnante, 70 kg, un poids plume et une confrontation en fait avec une de ses ancêtres, une AJS de 1953. Donc confrontation des mondes, on va découvrir la e-motion électrique.
Nick, merci d'avoir amené ta moto, merci de participer à cet essai. Denis, toi aussi, vous êtes 2 trialistes entre guillemets à l'ancienne, vous concourez tous les 2 dans le CBTA, donc le championnat de Belgique de trial à l'ancienne, de fin guidon tous les 2. Nick, tu es venu avec une moto, une AJS, fin des années 50, 1960, 350 cm3. Oui. Et là, on est en 2020. Avec une moto électrique. Oui. On est dans 2 mondes complètement différents. Tu as testé les 2, évidemment, celle-là c'est la tienne, mais tes premières impressions au guidon de cette moto électrique? Rien à voir. C'est une moto plus pour un pilote moderne qu'un pilote à l'ancienne. C'est plus pour du franchissement plus que du pour franchissement, de l'évolution. Oui. Ah ouais. C'est très réactif. Bon, toi Denis, tu es entre guillemets un niveau un peu au-dessus en termes de pilotage. Par rapport à ta moto, toi tu roules sur une Fantic. Tout à fait, oui. Donc on a déjà évidemment un paquet d'années de différence. Tes premières impressions au guidon de cette moto? Je dois dire que ça c'est nettement plus léger, nettement plus brutal. Là, la poignée de gaz c'est vraiment on-off. Bon, il y a un embrayage, mais c'est un coupe-circuit, donc c'est rassurant parce qu'on est habitué à poigner dans l'embrayage et là on en a un, mais c'est quand même assez déstabilisant parce que c'est pas du tout la même fonction. Donc il faut signaler quand même que cette moto est dotée de 3 mappings, donc 3 modes de conduite différents. Il y a un mode doux entre guillemets, il y a un mode moyen et puis un mode agressif. En ayant testé les 3, on a évidemment à chaque fois la même constatation, c'est ce côté on-off de la poignée de gaz, ça manque un peu de progressivité, donc en fait on a un peu des à-coups, et bon c'est certainement une habitude à prendre, mais en tout cas au début c'est un peu perturbant, mais sur le 3e niveau, le niveau le plus agressif, c'est vraiment violent. Hein. Oui, c'est très violent, oui. Et alors ce qui est déstabilisant, c'est tu te trouves dans une descente, tu coupes, tu es en roue libre, hein. Ça n'a aucun frein moteur. Donc là il faut vraiment être assez attentif sur les freins parce que bon. Donc en fait celle-ci elle a une poignée d'embrayage, on va appeler ça comme ça, qui est en fait une sorte d'interrupteur. Voilà, c'est un interrupteur qui débranche le moteur, mais qui a aussi en descente, nous on a évidemment ce réflexe d'aller sur l'embrayage dans les descentes. Là il ne faut pas y toucher parce qu'en fait il y a un côté générateur. Ça recharge un peu la batterie dans les descentes, tu vois, et ça peut donner un certain frein moteur. C'est un peu difficile, l'adhérence n'est pas géniale aujourd'hui, on n'a pas des descentes suffisantes pour pouvoir le juger. Mais bon, voilà, évidemment, on est sur une moto de 70 kg. Ton AJS 120 kg, il y a 50 kg de différence. Là, vraiment, ça cause. Il y a une géométrie des motos totalement différente. Tout à fait. Il suffit de monter dessus, celle-là, on tient pratiquement en équilibre, enfin assez facilement. Ici, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Il faut souligner que ça, c'est la version pure. Il existe en fait une version race qui, elle, est dotée d'un embrayage hydraulique et d'un volant à inertie qui permet d'avoir un peu plus de souplesse à mon avis au niveau du moteur, mais on n'a pas pu tester celle-là. On a roulé, ça fait une petite heure qu'on roule, on s'arrête, on repart, on s'arrête, on repart, on n'a pas fait des déplacements énormes. Je crois que tu viens de regarder, on est à 80% de la batterie. Ils annoncent entre 100 et 240 minutes d'autonomie en fonction de ce qu'on fait avec la moto. Alors, il est possible de changer la batterie, il y a un petit peu de manutention à faire. La version qu'on a essayée ici, je prends des notes parce que en fait, c'est des motos avec beaucoup de spécificités, donc il faut que je m'aide un peu. Celle qu'on essaye ici, c'est la Sport, elle est à 7 400 € et 7 540 si on veut l'avoir équipée d'un kit légal, c'est-à-dire d'un éclairage avant-arrière et d'un support de plaque. Il existe 3 modèles et un modèle supplémentaire qui est l'Escape, et l'Escape elle est munie elle d'un kit randonnée comme certaines marques le font dans le trial traditionnel. Donc voilà, est-ce que à votre avis c'est le futur? Maintenant ce qui est très agréable c'est le silence. Ouais. Alors évidemment on est sur 2 mondes différents parce que celle-là elle claque un peu. Ça pourrait peut-être nous aider à réconcilier un peu les genres des promeneurs dans les bois.
et des gens amateurs de moto et qui peuvent en faire sans déranger les autres. Maintenant, ce que je me dis, c'est qu'on fait régulièrement des sorties ensemble ou même des trials. Bon, faire un trial complet sans devoir changer de batterie, ça me paraît un peu compliqué. Le temps de recharge est de 3h20 en partant d'une batterie complètement vide, ce qui est encore relativement rapide. Mais bon, un trial entier, je ne crois pas que c'est possible. Maintenant, quand je vois les sorties qu'on fait le dimanche, quand on va se balader ensemble, on roule une paire d'heures maximum. Je crois que c'est tout à fait possible de le faire avec ce genre de moto. Donc, peut-être que le trial serait une des premières disciplines à pouvoir accéder plus facilement à l'électrique que le reste. Oui, parce que moi je crois que s'il n'y a pas trop d'interzone, c'est une moto qui peut faire le trial. Pourquoi? Parce que quand tu arrives, quand tu coupes, tu ne consommes plus rien. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Directement que la moto s'arrête, c'est zéro de consommation. Mais encore une fois, si tu prends le temps que tu passes dans les zones, c'est pas beaucoup de temps. Hein. Une zone, c'est quoi? 2 minutes? 2 minutes. Donc, maximum. Hein. C'est surtout l'interzone qui va jouer. C'est ce qui va manger la batterie, parce que les zones en elles-mêmes, ça va pas consommer la batterie. Hein. Donc ben, voilà, retenons que en fait, c'est vachement intéressant. Donc voilà, on a 60 ans d'écart entre ces deux machines. Et on est dans deux mondes littéralement différents. Il y a un point commun quand même sur le tout, c'est le plaisir. C'est le plaisir, oui. Ça, c'est le plaisir de rouler à moto. Bon les gars, merci. On va encore aller se faire plaisir un petit peu tant qu'il reste de la batterie, tant qu'il reste de la lumière. Et on va aller un peu jouer dans la boue. Allez, go. Fabrizio, on a parlé tout à l'heure de la Panamérica, qui est en fait la première incursion d'Harley-Davidson dans le monde du trail. Évidemment, toutes les autres marques y sont depuis pas mal de temps. Toi, tu as une expérience à ce niveau? Oui, tout à fait. J'ai fait dans mon jeune temps, du motocross avec mon ami Sergio, qui se reconnaîtra. D'accord. Et qui notamment est une excellente école pour la route. Hein, bien sûr. Ainsi que le trial. Oui, évidemment, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Tu roulais sur quoi? Alors, je roulais sur une marque que vous ne connaissez peut-être pas, une Motoville. C'est une moto que nous importions dans les années 87-88. Alors, on va faire une petite parenthèse, parce que quand tu dis nous importions, il faut quand même souligner que, comme on dit dans le jargon, tu n'es pas un perdreau de l'année et que ta famille est dans le monde de la moto depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Donc, ça a commencé avec mon grand-oncle Enzo, qui est venu en 58, il a commencé à importer des motos Ducati Morini. Ensuite, son frère Alfredo est venu le rejoindre, ainsi que son autre frère Nicolas, qui a créé les deux concessions Harley-Davidson où nous sommes. D'accord, donc en fait, la famille baigne vraiment dans le monde de la moto depuis plus d'un demi-siècle. Tout à fait. Ça, c'est quand même génial. C'est génial. Donc, tu n'as jamais eu de problème pour dire à tes parents, je vais faire de la moto? Non, ça, j'avais tout ce qu'il faut à la maison. Bon, on continue un petit peu sur ce monde du trail. Moi, je te propose de découvrir ce qui, à mon avis, sera une des motos de l'année. C'est la Yamaha Ténéré 700. C'est vraiment une vraie réussite, cette moto. Et je suis allé réessayer cette moto parce qu'on l'avait déjà fait début de saison. Et je l'ai comparée à sa grande sœur, qui est la 1200 Super Ténéré. Alors, laquelle, pour qui, pourquoi? On le découvre ensemble. Bon Denis, on s'est croisés pendant la saison et on avait fait ensemble un comparatif avec les KTM 790 Adventure et Adventure R. Une des principales concurrentes sur le marché cette année de ces deux machines, c'est la Yamaha 700 Ténéré, qu'on avait essayé nous lors de sa présentation. C'est mon ami journaliste collègue Gérald Ouéry qui avait été faire l'essai. Ouais. Ici, on l'a pris dans des conditions belges. C'est une moto qui vient en concurrence donc directe avec ces deux machines, ces deux KTM, mais avec quand même des arguments que je trouve que les KTM n'ont peut-être pas. Ben moi je trouvais que la 700 Ténéré est vraiment idéale en position de conduite. Oui.
Là, quand on est vraiment debout sur la moto, on est vraiment super bien mis. Oui, il y a des très grosses causes de guidon qui font qu'on a une belle position debout. Oui. Et alors, elle est beaucoup plus fine. Oui. Et c'est un bel argument aussi, quoi. Alors, on est parti faire une balade, en fait, avec les deux Ténéré de la famille Yamaha, pratiquement kit ou double. Ah, c'est vraiment ça, On quoi. est 700 cm3, ici on est en 1200. La conception de cette machine a quelques années maintenant. Je ne dis pas que ça ressemble à la caractère peut-être un peu plus rugueux, la 1200 Ténéré, mais c'est une machine qui, en tout cas, offre de très bonnes performances. On va vite et on n'a pas l'impression qu'on va vite avec cette moto. Ce bicylindre est vraiment amusant. C'est une moto qui, à mon avis, est plutôt faite pour le voyage et le voyage chargé en duo. Ouais. Voilà, maintenant, si je dois aller me balader dans les Alpes avec ma femme, je vais plutôt prendre cette moto. Maintenant, si on part avec des copains en solo 10 jours au Maroc, il n'y a pas photo. C'est la 700 Ténéré. C'est la 700 Ténéré. Hein. C'est une machine qui, finalement, ne déborde pas d'électronique. Ah non, par rapport au KTM, en tout cas. C'est réduit au strict minimum, mais c'est efficace. On est dans l'efficacité. Tout à fait. On est aussi, puisqu'on parle un peu de comparaison entre les KTM et la Yamaha, on est à plus de 4000 € de différence de prix vers le bas. Ça fait évidemment peut compter, une vraie différence, hein, c'est sûr. Alors, ceux qui ont un peu de culture moto sur les Dakar seront évidemment sensibles au look de la moto, à la manière dont elle a été pensée, vraiment pour les grands espaces et pour se faire plaisir. C'est vrai que ce genre de moto, ici en Belgique, elles sont un peu à l'étroit parce qu'on n'a pas vraiment des endroits pour aller faire, pour laisser ce genre de moto s'exprimer. La 1200 Ténéré, elle a un peu perdu, je crois, son caractère trail et c'est devenu un peu une grosse routière, comme tous les trails concurrents, comme une SGS, comme une Tiger, enfin comme tous ces gros trails qui pour le moment inondent le marché. Et je crois que la Yamaha 700 va être une des motos de l'année, en tout cas dans cette catégorie trail, parce qu'elle allie facilité, accessibilité. C'est une moto très légère, on l'a conduite en ville, elle est parfaitement à l'aise. Ça se balance, les ronds-points, demi-tour, où on est déjà ici un peu plus nettement prudent. différent. On a baissé la selle pendant l'essai, parce que malgré nos grandes tailles, c'était bien de descendre un peu la selle. Ah, quand on descend la selle, on a les pieds vraiment bien par terre. On est donc face à deux motos vraiment attachantes, qui ont gardé leur esprit, qui sont des Yamaha. Et en fait, moi, cette 700 Ténéré est aussi un de mes coups de cœur de l'année. Je n'avais pas encore eu l'occasion de rouler beaucoup avec. Ici, on a passé la journée à son guidon. C'est vraiment une réussite, cette moto. Et c'est le genre de moto que j'aimerais avoir dans mon garage. On a pris des tout petits chemins. On a pris des petits chemins peut-être pas trop autorisés, mais on l'a fait quand même. C'était bien marrant. Et les deux motos s'en sont bien sorties. Mais bon, c'est vrai qu'en termes de maniabilité, la 700 Ténéré est devant. En termes de confort et de protection, la 1200, on est sur la 1200. Voilà. Donc, à vous de choisir en fonction de ce que vous allez faire avec votre moto, avec qui vous allez partager la selle et vos prochains projets de voyage. Fabrizio, on a déjà un peu parlé trial, on l'a un peu évoqué avec la e-motion électrique. Tu viens d'en parler brièvement dans ton expérience aussi. Ça reste effectivement un sport de base parce que pour la pratique de la moto, il y a tout dans le trial. Il y a la technique du regard, il y a la position du corps, il y a le dosage des gaz. C'est vraiment une école fabuleuse. Il y a juste que la vitesse qui n'est pas dans la base du trial, mais ça peut s'acquérir après quand on a acquis tout le reste. Je te propose de découvrir quelque chose d'un peu particulier. C'est une compétition à laquelle j'ai pris part il y a quelques jours. C'est les 2 jours de la Costa Brava. C'est certainement un des plus beaux trials classiques d'Europe. Ça se fait en bord de mer, des zones très difficiles parce qu'en fait, la nation du trial, c'est quand même l'Espagne. On ne peut pas le nier. Et leur niveau est beaucoup, beaucoup plus élevé que le nôtre. Mais il n'y a pas que les zones qui étaient difficiles. L'interzone était de folie. Alors, je vous propose de découvrir la Costa Brava en faisant du trial. On part en Espagne. L'Espagne, la Costa Brava, destination bien connue des Belges, où bon nombre y coule une vieillesse dorée. L'Espagne,
c'est aussi le pays du trial. Elles sont venues, elles sont toutes là pour participer aux 2 jours trial de la Costa Brava. Une des plus belles compétitions classiques d'Europe, mais aussi une des plus difficiles. Johan, on est à la 10e édition. C'est toi qui organises depuis le début? Presque du début. On a commencé 3 copains. À ce moment, nous sommes 2. Et la famille et les amis. Ça représente combien de personnes une organisation comme ceci? À peu près 130 personnes. 130 personnes, oui. Avec les contrôleurs, avec les bénévoles, oui. D'accord. Il faut savoir qu'on monte 40 sections. Oui. Alors c'est 3 contrôles par section, ce sont 120 personnes et la reste de l'organisation ici. Bien sûr, bien sûr. Combien d'inscrits cette année? Inscrits quoi? Combien de pilotes cette année? 455. 455. On a limité l'inscription parce que avec plus de pilotes, on pouvait avoir plus de pilotes, mais c'est impossible. Pour la logistique, c'est très très difficile. Tu sais plus ou moins combien de nationalités différentes? 15, 16 peut-être. On a eu un japonais aujourd'hui. Hier, il y a un japonais. La Finlandie, Belgique, toute l'Europe. C'est, je crois, le plus beau trial classique d'Europe par son organisation. Et ça, bravo, parce que c'est vraiment du haut niveau. Et puis, deuxièmement, par l'environnement. L'environnement est exceptionnel. Ah oui, ça c'est basique. Nous avons une marque qui c'est Costa Brava, ça c'est très très important. Ah oui. Nous avons l'hôtel Sagaro, on peut faire ici les paddocks, on a tous les services et tous les hôtels pour les trials et ça c'est magnifique. On a la collaboration de la mairie de San Feliu et Santa Cristina d'Aro, on peut faire, c'est tout facilité pour organiser ça. Ouais. L'interzone est extraordinaire, mais il est très long. Il est parfois très technique. Est-ce que tu as des remarques? C'est chaque année ce niveau ou bien vous avez descendu ou monté? L'intention c'est toujours de descendre le niveau. Sur l'interzone, on a 450 pilotes. Elle doit être longue. Oui, bien Sinon, sûr. il n'y a pas d'espace pour 6 Exactement. Ouais. Et les niveaux, on essaye de les passer pour que chaque année nous avons un an en plus. Et c'est plus difficile pour tous. C'est l'intention de faire ça. Alors hier, on a vu un invité surprise, c'était Fujinami qui est venu faire un peu de démonstration avec son équipe d'entraînement, je crois. Oui. Il a fait le spectacle sur la zone, sur les rochers auprès de la mer. Oui. Donc il est là, lui, en suiveur, il vient s'amuser un peu. Oui, c'est s'amuser. Il y a 2 ans, et l'année dernière aussi, il est venu participer avec une moto classique, mais il est très très exigeant avec la mécanique et cette année il n'a pas trouvé une moto en condition pour venir. Il faut remarquer que nous sommes en Catalogne. Ici c'est le berceau. Hein. Oui, les niveaux de trial catalan c'est très élevé. C'est plus haut qu'en... pour le top et aussi pour la base. Les sections jaunes ici, en français, en France, sont vertes. Le trial est né en Angleterre, mais je crois qu'il a obtenu la majorité de l'âge en Catalogne. Oui. Alors en fait, ça c'est le moment du départ. Tous les pilotes évidemment font un peu de bouchon parce que tout le monde a envie de partir. Et en fait, on passe sur le podium, on est annoncé par le speaker, on reçoit sa carte de pointage et on démarre. Bon Patrick, tu nous entraînes, on peut dire ça un peu, tous les dimanches. Oui. Mais tu ne nous avais pas du tout préparé à ça. C'est pour ça que vous ne venez pas assez le dimanche. Il faut venir plus souvent parce que pour venir ici, il faut avoir beaucoup d'expérience. J'aime autant de vous dire que c'est pas de la rigolade. Moi j'ai fait la première journée et je dois dire que c'est très
très très difficile. Le niveau, par rapport à notre niveau à nous, celui que nous connaissons en Belgique, eh bien, à niveau égal, on est 2 crans au-dessus. Donc c'est vraiment très compliqué. Alors l'interzone, par moment, je crois que c'est plus difficile que des zones, tellement les montées sont abruptes, les descentes sont vertigineuses, garnies de cailloux avec des marches. On a quand même quelques sueurs froides. C'est vraiment du haut niveau. Alors bon, moi je suis ici dans la zone numéro 18, la mythique zone numéro 18. Cette zone qui en fait est en bord de mer, vous voyez comme moi, je ne peux pas être plus près de la mer. Et en fait, cette zone est une zone de rochers et elle départage en général les derniers participants parce qu'en fait elle est très technique, très difficile. Alors Eric, il reste 2 zones, ouais. T'en es où? Deuxième pour l'instant, je crois. Ouais. Ça s'est bien passé? Ça beaucoup bien toute la journée, sauf dans une zone où j'ai lâché 2 points et je reprends du. Mais ça va, la moto va très très bien. Éric Lejeune est le frère d'Eddy Lejeune, qui fut triple champion du monde de trial. Éric pilote une machine construite par le papa Lejeune. Cette Honda 175 bicylindres a intrigué Fujinami, qui n'a pu résister à l'envie de l'essayer dans la dernière zone. Après un premier essai en catégorie moyenne, il tente le coup dans la plus haute. Avant de s'incliner devant Éric pour le mérite de piloter une telle machine. Et comme chaque fois, en Espagne, on termine devant une paella. Je laisse le mot de la fin à Johan Comas. Bon, moi je te souhaite de continuer une organisation comme ça pendant de nombreuses années. Et écoute, au nom des Belges qui sont ici, je te félicite parce que c'est vraiment grandiose. Merci beaucoup. Merci. Je vous demande les Belges, s'il vous plaît, soignez notre président. Oui. On va le retourner, mais on ne sait pas encore quand on pourra le retourner. Mais merci aux Belgiques pour soigner notre président. Une chose est sûre, on reviendra à la Costa Brava. Bon, le temps file à une vitesse, on arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission. On passe évidemment un excellent moment, mais je voudrais quand même qu'on termine sur quelque chose qui reste un mystère pour certains et un vrai bonheur pour d'autres. C'est quoi l'esprit Harley-Davidson ?
Mais avant tout, l'esprit Harley-Davidson, c'est la liberté. C'est se sentir au guidon d'une machine tout à fait unique, avoir ce grand sentiment de liberté, faire des rides entre amis, de la fraternité. Et c'est ce qui donne le charme à la marque, sans compter tout ce qui va autour, les chapters, les clubs, quels qu'ils soient, car le monde Harley, c'est tous les clubs, c'est pas que le Hog, et ça forme finalement une grande famille Harley-Davidson. Et en fait, on s'en rend compte dans les quelques grosses manifestations qui sont organisées un peu partout dans le monde. Je crois qu'il y a Saint-Tropez, il y a des trucs qui se font, des manifestations qui se font aussi en Autriche. Et ça rassemble des dizaines de milliers de passionnés en fait. Voilà, Harley-Davidson a réussi à créer une communauté, à fédérer tous les membres, tous les possesseurs d'Harley-Davidson, et ça crée à chaque événement la grande fête. Vous citez notamment Saint-Tropez, c'est exactement Port Grimaud qui en 2020 est réédité. D'accord. Et en fait, ce qui est particulier aussi parfois, c'est de se rendre compte que certaines personnes qu'on croise en semaine en costume-cravate, avec leur petit attaché-caisse et qui vont au bureau, se transforment totalement le week-end au guidon de leur moto. Voilà. Comme je dis toujours, on vend pas seulement une moto, on vend tout un univers Harley-Davidson. Nous organisons également des voyages sur la route 66, la mythique route 66, les rides, les balades, et dès que vous mettez votre casque, vous entendez le son de l'Harley-Davidson, ben, voilà, vous êtes dans un autre monde, et c'est ce qui fait le charme de la marque. Alors au sujet du son de la Harley-Davidson, on va revenir un tout petit peu sur la LiveWire, parce qu'en fait, au mois de juillet, on était évidemment aux États-Unis, et j'ai fait un post qui dure 5 ou 6 secondes, où on entend cette LiveWire qui démarre, et qui fait juste un zzz. Ça a été un déchaînement, dans tous les sens, de gens qui disent c'est fini, Harley c'est terminé, parce que finalement, Harley c'est le bruit de la Harley, d'autres, formidable, enfin, du silence. On a fait sur ce post 1 300 000 vues. Donc, ça ne laisse personne indifférent, le son d'une Harley. Tout à fait. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que voilà, il y a la LiveWire qui est là, où il y aura une gamme électrique, mais Harley-Davidson reste avec sa gamme tradition. Il y aura la gamme électrique, il y aura peut-être la gamme, et il y aura certainement la gamme Trail et Bronx, mais que les amateurs se rassurent, on aura toujours le son Harley-Davidson. Même avec la norme Euro 5 ? Même avec la norme Euro 5, tout à fait. On peut parler de la même chose de Porsche. Ils ont sorti aussi un véhicule 100% électrique. Les amateurs Porsche peuvent aussi créer au scandale. On est bien d'accord. Voilà, on est évidemment dans une époque de transition, parce qu'on ne sait pas très bien comment l'avenir va se dessiner en termes de motorisation. Moi, je crois que le thermique n'est pas mort, loin de là. Je ne crois pas que la solution électrique soit la meilleure, avec la technologie actuelle en tout cas. Donc on verra quelle sauce. On aura des complémentarités en tout cas. Absolument. En attendant, le plaisir de rouler sera toujours là, le plaisir de partager la route, parce que ça c'est quelque chose, ceux qui ne le connaissent pas ne peuvent pas le comprendre, mais prendre la route à plusieurs, à 6 h du matin quand le soleil se lève et qu'il fait frais et qu'on a ces odeurs, c'est un sentiment incroyable. Et quand on l'a goûté, moi je roule depuis 1973, je ne parviens pas à m'arrêter. C'est quelque chose, c'est une drogue la moto, c'est vraiment ça. Et Harley-Davidson est une drogue pour beaucoup, je crois. Voilà, et aussi une thérapie. Exactement. Fabrizio, merci beaucoup de m'avoir reçu dans ta superbe concession, avec une photo qui est là derrière. Tu peux peut-être quand même nous faire une petite parenthèse sur cette photo, parce que le clin d'œil est quand même fabuleux. Voilà. Qui est sur cette photo? Alors c'est mon oncle Nicolas, donc, qui a créé les 2 concessions Harley-Davidson. Et le thème marketing, comme nous sommes d'origine italienne, voilà, le plus américain des Italiens, enfin le plus américain des Italiens ouvre une concession en Namur et le clin d'œil italo-américain. C'est génial, c'est génial. Merci de m'avoir reçu. On aura l'occasion de se retrouver, à mon avis, dans le courant de l'année prochaine pour d'autres rencontres. C'était très sympa. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, c'est Thierry. Quant à nous, nous allons nous retrouver évidemment dans un mois, une émission qui sera consacrée à un bilan de l'année 2019 en termes de matériel essayé et aussi en termes de motos essayées. On pourra peut-être décerner les quelques palmes des motos qui nous semblent être les motos de l'année.
En attendant, évidemment, continuez de liker aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Continuez de vous abonner. Vous êtes plus de 60% à regarder l'émission sans vous abonner, alors que c'est tellement facile de faire juste le petit clic. Cliquez et abonnez-vous, merci beaucoup. Les commentaires. Alors les commentaires, ça vraiment j'adore parce que ça me permet de me conforter dans la direction que prend cette émission et surtout les encouragements, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc dans un mois et comme on dit d'ici là, gaffe sur la route. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait